je dois remercier le dynamisme de l'Université de Mons, qui fait face aux circonstances et applique la devise de la ville de Paris « Fluctuat nec mergitur ». Nous flottons dans nombre d'incertitudes, mais nous n'avons pas du tout l'intention de couler, bien loin de là. Notre vaisseau souhaite, vous, élèves, étudiants d'école secondaire, en particulier en 5e et 6e année, nous souhaitons vous accueillir au mieux, non pas pendant le congé de carnaval, ce que en Flandre on appelle crocus vacantie. Nous ne le pourrons pas, nous le savons, mais nous n'avons pas oublié pour autant. Nous souhaitons vous parler, venir à votre rencontre pour que vous ayez la curiosité, l'intérêt, le souhait, peut-être la vocation de venir à votre tour nous entendre, voire nous écouter, dans le choix de vos études ultérieures, et pourquoi pas en faculté de droit. Alors évidemment, aujourd'hui, l'exercice est un petit peu particulier. Dans cette salle, la plus belle de toute l'Université de Mons, qu'on appelle la salle académique, et sa plus belle, tout ça est subjectif, ma préférée. Ah, notamment, voyez les splendides tentures de teinture amarante, qui est la couleur d'ailleurs du droit, soit dit en passant, à peine démarquée dans les sièges, cette salle académique. Eh bien, cette salle m'a d'emblée fait penser, il y a déjà 16 ans environ, au cinéma Paradiso, qui est un très beau film italien il y a une trentaine d'années, sur la vie d'un cinéma tel que nous n'en trouvons plus guère dans nos salles multiples actuelles. Cette salle comporte sa propre mezzanine pour accueillir jusqu'à 300-350 étudiants dans des temps meilleurs qui reviendront. Car aujourd'hui, faisant une allusion au cinéma, je dois penser à, m'est venu en faisant le trajet à pied depuis la gare jusqu'au site de Warroquet, à Guy Bedos, un humoriste décédé il n'y a pas tellement longtemps, qui ne vous dit peut-être plus grand-chose, mais qui, dans son jeune âge, avait tourné le rôle d'un adjudant, visitant une chambrée de conscrits français pendant la guerre d'Algérie, et voilà sa phrase comique était « J'en vois qui ne sont pas là ». Comment voir des élèves qui ne sont pas là? Eh bien, à défaut de vous voir, et en étant impatient de vous rencontrer et de revoir les étudiants déjà en première ou en deuxième année de bachelier, ça ne nous empêche pas de m'adresser à vous dans un exercice dont vous pardonnerez les imperfections. Nous n'avons pas été formés comme présentateurs de journal télévisé et nous ne pouvons donc que véhiculer des lacunes que des professionnels ont évidemment comblées. Il y aurait peut-être une autre raison apparente de ne pas faire un journal télévisé. La matière que j'ai le grand bonheur d'enseigner, à l'origine comme assistant, puis même l'époque où j'étais étudiant, ensuite comme titulaire du cours, comme professeur, c'est le droit romain. Y a-t-il encore des journaux télévisés évoquant l'actualité antique? Bon, à la vérité, si vous y êtes attentif et avez parfois la curiosité de la langue italienne, suivez les journaux télévisés italiens, vous verrez que beaucoup de choses se passent dans la vie politique en rendant hommage à l'inspiration qu'ont pu donner des épisodes de la vie républicaine il y a 2000 ans, voire de certaines périodes de l'Empire. Et ce n'est franchement pas sans intérêt. Mais il y a plus, il y a autre chose. En m'apprêtant à vous parler pour vous donner une idée de ce que nous faisons à l'université, dans une faculté de droit, t'ai demandé, vais-je éviter ou inviter le sujet du moment? Demandez l'un ou l'autre avis.
l'éviter eût été trop abstrait, trop éloigné de ce que tous nous vivons, et notamment vous, en 5e ou 6e. Je me souviens, comme si c'était hier, et pourtant c'est pas hier, de mes chères années d'études secondaires, en 5e et en 6e. Je m'y suis tellement amusé. Et pourquoi nous amusions-nous? Parce que nous allions à l'école. C'était un vrai bonheur. Les amis, les sorties, le simple fait d'aller chercher un sandwich à l'heure du midi, le simple fait de brosser un cours, le simple fait d'avoir un local des rétos qui jouissait de l'équivalent d'une immunité diplomatique, le fait de jouer aux échecs, à l'aveugle parfois, et à l'insu de l'enseignant. Tout ça n'était que du bonheur. Dites-vous que ce bonheur, que vous avez heureusement tout de même pu connaître pendant 4 ou 5 ans auparavant, vous le retrouverez à l'université, et sans doute mieux que les étudiants actuellement en première ou en 2e année. Pour autant que vous ayez l'énergie de franchir la période actuelle et de choisir des études en fonction de l'avenir que vous souhaitez vous dessiner et qui reste entre vos mains. Vous observerez, bien le motif pour lequel je ne compte pas éviter les circonstances actuelles, qu'on a beaucoup interviewé, on s'interviewe beaucoup. Les nombreux de représentants du corps médical. Ces représentants du corps médical, qui avaient déjà beaucoup d'intérêt il y a 2000 ou 2500 ans, mais qui à l'époque aidaient sans doute moins qu'ils ne peuvent le faire aujourd'hui, quoique nous soyons encore confrontés à beaucoup d'inconnus. Et si je parle et tiens à rendre hommage à tous les membres du corps médical, c'est aussi, n'y voyez pas d'esprit de clocher, c'est aussi parce que parlant dans le cadre d'un cours, dans une faculté de droit, je pense que beaucoup d'autres filières et professions ont un rôle équivalent, mis en lumière par la situation que nous vivons. Je remercie encore une fois à cet égard les partenaires de cet enregistrement aujourd'hui, qui ont été toujours fidèles au poste, qui alimentent la télévision propre à l'UMONS et qui ont notamment diffusé les proclamations l'année passée. J'y fais une allusion car nous avons vécu l'année passée une année complète, comme nous le vivrons cette année ici, et il y a eu des résultats. Leurs proclamations ont été diffusées en direct pour le bonheur d'un grand nombre d'étudiants. Car, le croiriez-vous, il y a eu plus de réussite l'année passée, pourtant déjà difficile, que lors des années antérieures. Nous verrons ce qu'il en sera cette année-ci. Mais donc, parmi les professions, je viens de citer les membres du corps médical, les spécialistes de l'audiovisuel, qui nous aident très grandement aujourd'hui, parce que sans cela, nous serions arrêtés réduits au silence. Et là, je dois reconnaître que votre technologie n'existait pas il y a 2000 ans. Mais elle aide à ranimer ou représenter la vie telle qu'elle pouvait être menée il y a 2000 ans. Alors, plus loin, je mentionnerai tout de même un petit rôle pour les juristes. Les juristes que nous contribuons à former en les accueillant dans ce qui, depuis le décret de réforme de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire sur le paysage de l'enseignement supérieur, est devenu une faculté de droit à Mons, chef-lieu de la province de Hainaut, très chère à mon cœur et à notre enseignement, notamment parce que j'y vois, c'est infiniment subjectif, la meilleure représentante parmi les provinces de Belgique de ce qu'a pu être la vie gallo-romaine,
il y a 1500 à 2000 ans. Il y a non moins de 400 sites archéologiques gallo-romains dans la province de Hainaut. C'est une densité tout à fait extraordinaire qui ne le cède pratiquement qu'à l'Italie ou à la province dite africaine qui était celle de Carthage. Les juristes ont leur mot à dire. Et nombre de questions que nous nous posons, que vous vous êtes posées probablement depuis 10 mois aujourd'hui, 11 mois, ont déjà été posées chez nos lointains prédécesseurs. Alors, dans un enseignement contemporain, en 2021, nous ne parlerons plus guère, sauf pour en sourire, de nos ancêtres les Gaulois. Qui parmi nous est bien sûr d'avoir des ancêtres parmi les Gaulois? Mais très vraiment pas mal au fait. En revanche, et ça vaudra pour tous autant que nous sommes, nous avons eu des prédécesseurs. Et ces prédécesseurs, qui nous ont seulement précédés dans le temps, nous ont souvent montré la voie, de manière attestée par les faits, par l'histoire, par l'archéologie, par leurs légendes. Ce que nous pouvons entendre et lire de ce qu'ils ont voulu nous dire. Et nombre des questions que nous nous posons depuis 10 ou 11 mois, questions fort aiguës, qui ne sont pas seulement celles de votre avenir, mais tout simplement, à tout moment, de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis, de ce qui est imposé, de ce qui est prohibé, de nombre de formalités à accomplir, des raisons de permettre ou de prohiber. Toutes ces questions qui nous plongent souvent dans l'incertitude ont, le croiriez-vous, été traitées il y a bien longtemps. Et elles ont été, à vrai dire, si bien traitées que dans la plupart des facultés qui enseignent le droit à travers le monde, un cours de base est pratiquement le vestibulum, pour ne pas dire le vestibule. D'autres mots, peut-être le sas. La salle d'entrée, un petit peu comme la salle des pas perdus ici, au rez-de-chaussée du bâtiment au Arroquet, c'est le cours, c'est l'enseignement du droit romain. Quand j'étais étudiant, j'ai eu 60 heures de cours de droit romain au cours de chacune des 2 premières années. Et c'est un niveau maintenant qui est encore à, en principe, 90 heures d'enseignement en première année actuellement. La plupart des facultés dans le monde ont mis cet enseignement en introduction, sans doute moins aux États-Unis, mais fort bien en Europe. Et pas seulement en Europe, c'est le cas en Afrique, c'est le cas au Proche-Orient, c'est le cas en Amérique du Sud, au Japon. Il nous arrive de chercher de la documentation, des livres, de vieux syllabus qui nous émeuvent. Et il y a des antiquaires spécialisés en toutes sortes de choses. Et il y a notamment des antiquaires spécialisés en vieux livres de droit, ce qu'on appelle l'antiquariat juridique, qui ont des sites, et heureusement qu'ils ont des sites internet, puisque nous vivons beaucoup avec ce type d'accès à la connaissance. Quand nous sommes tentés, soumis à la tentation, comme dans Notre Père, des pratiquants du catholicisme, nous aimerions nous précipiter pour acquérir l'un de ces livres offerts, et qui risque de nous précéder, de nous dépasser en coupant la corde? Souvent des acheteurs en provenance du Japon, qui est un pays devenu grand amateur de droit romain.
Allez savoir pourquoi. Sinon, parce que nous avons probablement infiniment plus de traits communs de société et de culture que nous pourrions le penser. Le droit romain va-t-il prétendre à l'universalité? En tout cas, vous le retrouverez dans un système juridique du monde entier, même si en Chine, par exemple, ce ne sera que par alternance culturelle. Et cette vocation à l'universalité encourage à placer cet enseignement au seuil des études. Notamment parce que quand des jeunes s'interrogent sur la voie qu'ils peuvent être tentés d'emprunter, ils doivent se demander où sont les savoirs durables. Avec quel type de savoir pourrais-je traverser le siècle sans être victime d'une obsolescence précoce, c'est-à-dire d'une forme d'usure sinon programmée et du moins prévisible, qui réduirait mon impact social trop jeune. Alors évidemment, on a un très grand intérêt pour toutes les technologies, ça nous le savons. Beaucoup pensent aussi que toutes les professions médicales et paramédicales auront cet éternel sujet de leur pratique qu'est l'être humain, dont il faut reconnaître qu'il n'a pas trop fondamentalement changé depuis celui qu'on appelle l'homo sapiens sapiens. L'homme sachant savant ou savant sachant, vous le traduisez comme vous voulez, nous n'avons pas fondamentalement changé. Peut-être une chance pour les professions médicales et paramédicales qui ont aussi un sujet universel. Le droit ne nous cantonne-t-il pas trop? Les études de droit ne risquent-elles pas de nous cantonner dans quelque chose de tellement particulier qui pourrait être cette chaise soumise déjà à un statut différent de celle-ci, parce que l'une est posée à gauche, l'autre à droite. Un petit peu comme dans le pays, nous avons 3 régions, 3 communautés qui suivent parfois déjà, qui empruntent des voies normatives différentes, encore différentes de celles que nous aurions en passant telle ou telle frontière. Et là encore, c'est l'actualité. Pas que je l'invite, elle s'est invitée. Il y a au-dessus de cette splendide salle académique, qui est un bâtiment d'angle à la place Roquet, une coupole avec une effigie du dieu Mercure pour les Romains, Hermès pour les Grecs. Passons sur sa qualité de dieu des voleurs. Ce sera peut-être celui qui nous aidera un jour à leur pardonner. Dieu du commerce, il y a des raisons historiques liées à l'enseignement. Il est aussi le dieu des voyageurs. Venez admirer son effigie, elle vous encouragera. Il est en mouvement, il semble en train de s'envoler, alors même que nos voyages sont bigrement réduits depuis aujourd'hui même, et en tout cas jusqu'au 1er mars. Mais voir cette effigie typique de Warroquet, du dieu Hermès ou Mercure pour le latin, est un encouragement. L'encouragement que nos étudiants reviennent et que vous veniez vous former, ou du moins ayez la curiosité d'explorer les lieux, de les humer, d'examiner s'il vous plairait de pouvoir revenir dans un mot dont je ne vois pas bien l'origine, bien qu'on en use ou en abuse, présentiel, mais je n'utiliserai plus, que vous puissiez être présent, à vous présenter parmi nous dans des cours que nous donnerons. Pourquoi ai-je évoqué le dieu des voyages? Mais parce qu'il montre bien à quel point d'un pays à l'autre, le droit varie
Où y a-t-il ce formulaire de localisation des passagers, le Passenger Locator Form? Où faut-il une attestation pour justifier d'un déplacement essentiel, toléré ou véritablement permis, comme ça a été le cas souvent en France? Qu'est-ce qui permet de mesurer une distance en cas de confinement? Toutes ces règles dont on vous a bassiné les oreilles au point peut-être que vous détachiez par moment des informations. Et elles varient de pays à pays. Au début, nous pouvions faire l'exercice. Essayez 10 ou 11 mois après d'indiquer exactement les heures de couvre-feu, ne serait-ce que dans les pays voisins. Pas facile. Et un peu gênant pour nous enseignants en droit. Pourquoi gênant? L'idée que tout ce que nous pourrions raconter est infiniment relatif. 1 plus 1 ont toujours fait 2. Les traitements médicaux ont beaucoup varié, mais c'est tout l'ensemble d'amélioration. Il y a des matières qui offrent une connaissance tangible, qui donne confiance. J'ai confiance en vous qui êtes en train de filmer cette représentation aléatoire, parce que je sais que vous serez à même, à coup sûr, avec une technologie absolument certaine, de la proposer aux élèves et étudiants curieux. Un juriste a-t-il jamais quelques certitudes? Eh bien oui, tout de même, plus qu'il n'y paraît. Oui, parce que nous avons des variantes, des variations, des différences, nombreuses, mais qui toutes s'inscrivent dans un langage si commun aux juristes qu'à travers le monde, le jour où suivriez cette formation, vous sentiriez très rapidement des affinités intellectuelles, culturelles, avec d'autres personnes tombées dans le même bain ou qui auraient pris goût à ces études où qu'elles se trouvent, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, dans la plupart des pays d'Europe, en Russie par exemple, qui est un pays typiquement de droit romain. D'où nous vient ce creuset, ce fond commun, Rome. Là, Rome n'a pas l'exclusivité du droit. Au musée du Louvre, vous pouvez admirer une stèle sur laquelle se trouve un tout petit caractère, pas facile à déchiffrer à vrai dire, laissons-le aux spécialistes d'épigraphie, le code d'Hammurabi, bien antérieur au droit romain, 1800 ans avant notre ère. Mais ce n'est pas ce code-là qui irrigue notre vie quotidienne. Ce qui irrigue notre vie quotidienne, c'est le droit romain. Et ce droit romain l'irrigue aussi bien sous nos latitudes, quelque peu fraîches et pluvieuses aujourd'hui, plus ensoleillées hier ou avant-hier, qu'il l'irrigue tout autour du bassin méditerranéen ou en Amérique centrale ou du Sud, ou bien plus qu'on l'imagine en Amérique du Nord et dans le groupe qu'on appelle la Common Law, qui intéresse tant nos amis japonais. Il y a eu là une réflexion sur ce que pouvait bien être la vie en société. La vie en société est faite de beaucoup de choses, mais reconnaissons que parmi les liens tissés entre les individus et les groupes, le droit joue évidemment un grand rôle qui était, mieux que n'importe où ailleurs, mis en évidence par nos prédécesseurs romains. Nous n'avons pas besoin, d'une manière ou d'une autre, d'en descendre, mais nous pouvons être séduits à l'idée de les rencontrer et souvent de suivre des voies qu'ils nous ont indiquées.
qu'eux-mêmes ont parfois puisé, d'ailleurs, dans une antiquité encore plus lointaine. Pas y revenir, mais dans la littérature d'Europe, la plus ancienne œuvre, écrite, évidemment, écrite, est l'Iliade, la guerre entre les Grecs et les Troyens, environ 12 siècles avant notre ère. Divisé en 24 chants. C'est un long poème, 15 000 vers ou 16 000 vers, divisé en 24 chants. Et que raconte le premier chant? Je vous demande de me pardonner si je le rappelle, mais ce n'est pas insignifiant. Ce n'est pas insignifiant. C'est une épidémie. C'est-à-dire que dans la plus ancienne œuvre littéraire d'Europe, le premier chant qui ouvre cette œuvre, ce long poème, narre une épidémie. Ça ne s'invente pas. Pas une pandémie. Pourquoi? Parce que seuls les Grecs sont frappés, non pas les Troyens. La pandémie frappe tout le monde. Mais quel est le lien avec le droit? Ça, il y en a un immédiatement. Car aussi bien cette œuvre s'ouvre-t-elle sur une épidémie, c'est tout aussitôt pour mettre l'épidémie en regard de ce que la religion va lui répondre à cette épidémie. Et si à un moment donné, il s'agira d'arbitrer santé et religion, c'est-à-dire douleur de l'épidémie et sacrilège par rapport au dieu Apollon, où puisera-t-on une ressource qui fera que cette épidémie, comme toutes les épidémies dans l'histoire, et comme notre pandémie actuelle, sont passées. Et ensuite, le bonheur est venu ou revenu. Les êtres humains se sont toujours retrouvés, et en général plus vite même qu'ils ne le pensaient. Eh bien, figurez-vous que ce sont des réflexions juridiques qui vont animer l'arbitrage requis dans ce premier chant de l'Iliade. Pourquoi pensez-vous que cette épidémie s'est répandue? Explication poétique, explication d'une épopée. Mais peut-être vaut-elle bien nombre des controverses que nous pouvons entendre en 2021 entre les spécialistes du corps médical, dont on peut penser que certains propos ne sont jamais si éloignés d'aspects mythiques ou mythologiques. En tout cas, quand il s'agit de parler de cause. Eh bien, il s'avère, je ne serai pas long sur ce point, mais le roi des Grecs s'est approprié, Agamemnon, s'est approprié comme esclave, et oui, violence faite aux femmes, une certaine Chryséis, fille du prêtre d'Apollon. C'est un sacrilège, un manquement au prêtre troyen d'Apollon. Apollon décoche ses flèches et répand l'épidémie. Et tout le monde doit bien en convenir. Là, il y a consensus, oserais-je dire scientifique, sur les causes d'épidémie. Il ne fallait pas capturer, et il ne faut certainement pas conserver comme captive la fille du prêtre d'Apollon. Agamemnon est bien obligé d'en convenir. Il a beau être le premier parmi les rois des Grecs, des cités grecques, il y a malgré tout un mode de décision qui rend la pression de ses pairs, de ses confrères rois de cités grecques, trop forte pour qu'il puisse conserver sa captive. Mais comment va-t-il chercher à réparer ce qu'il éprouve comme une perte? Il va quérir une indemnité. Et à titre d'indemnité, il va invoquer une préséance, le premier parmi les rois des Grecs, pour remplacer ce qu'on appellerait en droit privé une subrogation réelle, un bien mis à la place d'un autre bien.
N'était-ce pas une subrogation personnelle, une personne mise à la place d'une autre. Nous parlons d'une captive qui le séduit fortement. C'est vrai, mais nous parlons d'une captive. Donc, je vous laisserai départager la subrogation personnelle ou la subrogation réelle. Et il va donc exiger une autre captive, en rendant celle dont la capture avait offensé le dieu qui a dardé les flèches porteuses de la peste du premier chant de l'Iliade. Il va prendre Brigéis, qui était justement la captive favorite d'Achille, ce qui va déclencher la colère d'Achille qui se sent victime d'une injustice, une forme d'expropriation. Je vous renvoie, ou vous laisse découvrir l'épopée. Le droit dès le premier chant y tient autant de place que l'épidémie. Et la colère d'Achille est provoquée, la colère d'Achille, qui est le thème de toute l'Iliade, est provoquée de manière bien plus décisive par un manquement à une répartition équitable et justifiée en droit, plutôt même que par la peste qui a ouvert cette épopée. Nous étions là encore dans le mythe, dans l'épopée. Les Romains, eux, vont beaucoup nous apprendre. Parce qu'en bien ou en mal, chez eux, le droit est une formation autant qu'une déformation. Leur société est innervée. Les nerfs de cette société, la dynamique de cette société est faite de rapports estimés en termes juridiques. Non pas qu'il n'y ait pas très souvent manqué, mais pour manquer à des normes, encore faut-il que ces normes existent, aient été conçues et éprouvées comme pertinentes, faute de quoi on ne parlerait pas de manquement. Pouvons-nous manquer à la gourmandise? Je ne le pense pas. Mais on peut manquer à des normes diététiques. Voyons dans le droit cette formidable diététique léguée par la société romaine. C'est bien la raison pour laquelle cet enseignement se place en première année et vise à la fois les institutions, ici je le dirai très brièvement, car nous aurons peut-être un jour, grâce à votre curiosité, grâce à votre choix d'études, l'occasion d'approfondir cet aspect des choses. Nous pourrions déjà dire grosso modo que l'histoire romaine a généré au moins 3 enfants, je ne dirais pas des triplés. La République aura fortement inspiré et inspire encore fortement aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. L'Empire, et tout particulièrement l'Empire byzantin, se retrouve comme perpétué par la Grande Russie. Et entre les deux, l'Europe tente de trouver une voie qui ne rompt pas l'excès avec des enseignements perpétuellement réactivés de cet héritage romain. Ça, c'est le droit public. Notez d'ailleurs que des notions tellement étranges, comme les matières dites personnalisables, qui animent le droit constitutionnel belge, sont directement empruntées à la notion de personnalité des lois qui animait les rapports de Rome à ses provinces et cités associées ou conquises. Et puis, nous prêtons énormément d'attention au droit privé. Oui, le droit privé romain. Que nous dit-il? Il nous dit bien des choses. Comment peut-il encore nous dire des choses 2000 ans après, une société parfois considérée comme étrange? Pourquoi étrange?
Bon, parce qu'on pense, certains aspects appuient cette pensée, que les droits de l'homme y étaient parfois sans doute quelque peu méconnus. La notion elle-même, y existant ou y étant pratiquée, en tout cas dans l'Antiquité païenne, probablement moins que dans le Décalogue. C'est vrai, mais entendons-nous sur ce qui a irrigué et permis de concevoir les droits de l'homme à partir de la figure de la personne conçue en droit romain. Nous dirons, il y avait les jeux du cirque. Ça, c'est vrai que nous ne connaissons plus les jeux du cirque, ou alors que nous ne faisons plus le lien par rapport à des pratiques contemporaines des jeux du cirque. Il y avait, au sein de la famille, tout au moins des apparences d'inégalité entre hommes et femmes. Oh, nous les concéderons volontiers. Mais le jour où je vous les concéderai, ce sera pour me répéter. Me répéter à propos de quoi? À propos d'un hommage que je voudrais toujours rendre, en particulier à nos prédécesseurs, étrusques, et que vous pourrez tout aussi bien appeler toscans, comme on le fait en Italie. Car c'est d'eux que nous avons appris ce bonheur d'être réunis entre enseignantes et enseignants, étudiantes et étudiants, avec souvent d'ailleurs, en faculté de droit, il faut le dire, c'est fort agréable, une majorité d'étudiantes. Oh, à qui pensez-vous que nous le devions? Nous ne devons peut-être rien à personne, mais reconnaissons tout de même que les Étrusques ont montré la voie du grand bonheur qu'il y a à vivre de la façon la plus conviviale possible et par conséquent aussi égalitaire qu'ils ont pu le concevoir tant de siècles avant nous dans le monde étrusque. Et on pourrait même dire que sur ce plan, ce qu'il y a de meilleur à Rome, c'est justement cette filiation par rapport à l'Étrurie. Toute l'émancipation, nous sommes fort tentés de dater du XXe siècle, mais nous ne l'aurions même pas mentalement imaginé sans avoir découvert ce que pouvait être la situation de la femme romaine dans la société romaine. Alors évidemment, j'imagine des objections. L'objection que nous pourrions parfois rencontrer comme si nous prenions, selon l'image, tellement parlant, d'un râteau sur lequel on marche et voilà que le manche va nous renvoyer en arrière de ce que nous avions avancé peut-être un peu imprudemment. Non. Parce que là, puisque je ne peux quand même pas éviter le sujet, je vais vous dire ce que les Romains ont inventé. Non, les Étrusques. Et je vais vous le dire. Les Étrusques ont inventé ceci. Non pas par rapport à une épidémie, mais par rapport à leur art. Qu'est-ce que c'est? Vous avez reconnu un masque. Je ne vais pas le garder longtemps, mais je tenais à le mettre pour vous dire que chacune et chacun de nous, qui est une personne, doit cette qualité à un personnage du théâtre étrusque, importé à Rome. Et qu'est-ce qui caractérisait les personnages de théâtre dans l'Antiquité grecque comme étrusque et romaine, mais le mot nous vient, c'est ainsi d'Étrurie de Rome, c'était le port d'un masque qui permettait d'identifier tout de suite le profil dramatique, psychologique du personnage, notamment dans les situations où tous les rôles, y compris les rôles féminins, étaient tenus par des hommes. Il y avait un masque. Ce masque était celui d'un jeune homme aventureux et éventuellement de la femme de ses pensées qu'il n'appelait pas encore à différents de Cervantes sa Dulcinée, et éventuellement
un père de famille un petit peu acariâtre, confronté à un de ses voisins infiniment plus bonhomme. Un esclave généralement présenté comme extrêmement rusé et subtil. Et puis tel ou tel personnage rusé qui n'avait pas nécessairement le beau rôle et qui ne triompherait pas dans la comédie. Dans les tragédies, c'était bien entendu une figure mythologique, toujours représentée par un masque. Ce masque avait une seconde fonction que ce masque-ci revêt très mal, vous le remarquerez aussitôt, c'était d'aider à porter la voix. Celui-ci, bien au contraire, étant sanitaire, n'est vraiment pas fait pour porter la voix, bien au contraire. Alors, il se trouve que ce masque s'appelait persona. Et c'est de là que nous vient la personne. Est-ce une anecdote simplement théâtrale à une époque où nous n'avions pas les moyens, je dois dire vraiment remarquable, excusez-moi de me répéter ce point-là, mais c'est parce que plus d'une fois, et notamment dans des conférences qui ont pu être filmées à salle académique, où nous pouvions accueillir notamment un grand nombre d'élèves d'école secondaire, nous avons pu nous féliciter des qualités d'enregistrement. Tout ça, évidemment, il y a 2000-2500 ans, nous ne l'avions pas, ce qui permettait à la fois de reconnaître, d'identifier et d'entendre l'acteur sur la scène théâtrale, c'était ce masque. Et c'est là que les Romains ont accoutumé de concevoir ce qu'on appelle la figure juridique de la personne. Or, personne sur le plan juridique qui était encore une minorité, tout le monde n'avait pas les mêmes libertés, tout le monde n'avait pas les mêmes droits. Je concéderai très volontiers que la figure du pater familias avait un très fort ascendant sur sa famille, la familia, le nombre des gens qui étaient réellement sous son autorité et son pouvoir. Même si ce pouvoir, dans la pratique, était partagé par les conseils qu'il recueillait. Et si c'était aussi une figure de responsabilité dont beaucoup d'entre nous pourraient entendre certaines et retrouver certaines qualités précisément liées à ce haut niveau de responsabilité. Mais c'était au total qu'une minorité. Mais cette minorité a bien compris que dans la vie quotidienne, les rapports juridiques ont une particularité qui nous est épargnée à certains moments, qui nous est rappelée à d'autres, qui revêt une très grande importance lors de tournants dans la vie et auxquels nous sommes confrontés désormais quotidiennement, chaque fois que dans notre vie privée, notre vie à l'extérieur, notre vie professionnelle, portons actuellement un masque, nous pouvons à tout moment y songer. Beaucoup de nos actes sont aujourd'hui acceptés et nos comportements ne permettent l'exercice tout de même d'une grande liberté qui subsiste qu'au moment où nous le portons. Que signifiait ce masque du point de vue juridique ? Eh bien, si nous avons la notion de personne, la personne humaine, avec ses droits, la personnalité, jusqu'à la personnalité d'entité publique, la personnalité de l'université qui peut agir comme telle, la personnalité d'une ville comme Mons, qui est un être juridique autonome, la personnalité d'un pays comme la Belgique, de l'Union européenne, la région wallonne, la région flamande. Cette notion de personne signifie que certaines de nos attitudes, certains de nos choix revêtent d'une importance plus significative que d'autres. Avec ou sans sucre, un nuage de lait ou une tranche de citron dans le thé, ce n'est pas juridique. En revanche, s'inscrire ou ne pas s'inscrire dans telle filière d'études, aller voter ou ne pas aller voter, être candidat ou ne pas être candidat, acheter un immeuble ou le prendre en location. Là, il vaut mieux avoir un petit moment de recul, de réflexion, une prise de distance, une claire conscience de l'acte qui va être posé, surtout au moment où l'engagement apparaîtra irréversible. Eh bien, les Romains ont eu l'idée géniale, disons-le,
qu'à ce moment-là, la personne n'est peut-être pas dans un état second, espérons qu'elle soit dans un état de conscience bien clair de ce qu'elle est en train de faire, mais invitons-la à mettre ce masque par lequel elle sait que ce qu'elle va faire n'est pas un acte banal du quotidien, comme choisir entre le nuage de lait dans le thé, pensez à Astérix chez les Bretons, ou la tranche de citron, ou un cappuccino, ou un latte macchiato. On va choisir, voilà, chacun, je suis plutôt au café. Non, on va prendre là un acte qui nous engagera. Et nous devons savoir comment le poser, jusqu'à quel point il est admis ou ne l'est pas. Et c'est là que vous découvrirez un nombre infini de curiosités qui ont été développées à partir de cette idée d'irréversibilité. Comment concevoir un engagement? Parce que tu me prends tantôt demain matin. Oui. Et puis ou non. Oh, zut, je n'ai pas su me lever, excuse-moi. Les engagements mondains. Mais comme c'est un engagement juridique, arriver à l'heure pour un examen, c'est tout autre chose. Prenez un train. Moi, je suis quand même content, j'ai quand même pris 2 trains ce matin, je suis content que je suis arrivé à l'heure. Ça paraissait quand même le minimum de politesse vis-à-vis de l'équipe réunie pour notre enregistrement. Très fâché, je n'arrive pas à l'heure à une audience au tribunal ou lors d'un examen ou d'une quelconque convocation. Et puis nous aurons ces autres notions juridiques du droit privé, aussi étranges que la propriété. Il y a là décret devant un tableau qui est malheureusement, je pense, ou 2 tableaux qui sont hors du champ de la caméra. Ça, je n'ai pas oublié ce que vous m'avez indiqué. Or, chaque fois que je illustrerai la propriété, je vais prendre une clé, je regarde s'il y a un seau d'eau, mais comme nous n'avons malheureusement de nouveau plus pu donner cours, la dernière fois que j'ai donné cours ici, pourtant cette salle est depuis 15-16 ans devenue quasi ma seconde résidence, voilà, nécessité fait loi, ça fait 3 mois la dernière fois que j'avais donné cours, je prends une clé et je fais de la projeter dans le seau d'eau pour qu'elle y fonde. Je m'arrête toujours avant, je n'aime aucun gaspillage. Mais j'en serai propriétaire. Seulement, la propriété est une terrible abstraction. Auparavant, il y a la possession, c'est-à-dire le pouvoir matériel sur une chose, que nous avons à ce point étendu grâce à l'imagination romaine, que nous en sommes arrivés à concevoir la propriété intellectuelle, c'est-à-dire le droit moral d'un auteur sur son œuvre. Et puis nous aurons quelque chose d'encore bien plus remarquable, ce qu'on appelle le droit des obligations. Et là, prenez peur si vous le voulez. Si vous le voulez, alors que vous savez déjà la complication, la complexité des normes dans lesquelles nous vivons, mais qui en même temps sont une expérience inédite, et je crois pour tout esprit juridique qu'il ne manque pas d'intérêt. On a des contrariétés, c'est évident, on a des restrictions, nous le regrettons, je suis sans doute parmi les premiers à le regretter, mais reconnaissons que la période est pleine de défis, de sources d'intérêt, de réflexions qui peuvent avoir une grande portée. Ces obligations. Comment nager dans toutes ces obligations? Pensez donc que les entreprises qui fabriquent les vaccins avaient promis d'en livrer autant de flacons ou de fioles, et puis découvrent qu'il y a 6 doses au lieu de 5 dans une fiole. Et puis restreignent leurs approvisionnements. Vous n'avez pas de problème, on peut vous livrer 20% de moins, puisqu'il y a 6 doses au lieu de 5 dans une fiole. C'est ça le droit. La norme portait-elle sur des flacons ou sur des doses? La norme nous dit-elle, portez un masque, tant pis, je l'ai déjà porté 25 fois. Le tout, c'est que si vous croisez un policier, il vous voit avec un masque. Est-ce ça la norme? Ou la norme nous dit-elle, portez-le parce qu'on veut restreindre votre liberté? Ou la norme nous dit-elle, portez-le pour qu'une éventuelle contamination ne restreigne pas la liberté, notamment la santé, de toutes les personnes que vous rencontrez, notamment vos proches, vos amis. Respecte-t-on une norme parce que nous comprenons pourquoi elle était dictée, de manière pertinente ou moins efficiente?
Pourquoi le faisons-nous? Qu'est-ce que c'est que cette notion de bonne foi? Une norme, l'intériorisons-nous ou la subissons-nous? Tout ne dépend-il pas de sa qualité? Et puis alors mieux encore, les engagements que nous prenons. Quelle est cette potion magique en vertu de laquelle un engagement pris maintenant sera, imaginez donc, toute l'incertitude liée à l'avenir, et encore une fois depuis 10 ou 11 mois, en bien ou en mal, mais c'est intellectuellement et psychologiquement fort intéressant. Que savons-nous de l'avenir quand nous avons quelques peines à le configurer à 15 jours ou à un mois? Bon, moi, je ne sais pas si le 1er ou le 2 mars nous revenons donner cours. J'espère, mais nous ne le savons pas. Imaginez donc cette potion magique qui fait d'une parole prononcée au présent une aussi forte probabilité de respect d'un engagement dans l'avenir. Eh bien, cette potion magique est le droit hérité d'une société dont la langue, le latin, comportait, et je finirai sur cette chute-là, des choses aussi improbables qu'un mode impératif ou un mode infinitif conjugué au futur. C'est incompréhensible. Ne cherchez pas une migraine, cherchez-y plutôt une curiosité en sachant combien mes collègues, je dois souligner la qualité dans cette faculté et ce bachelier à Mons, leur motivation, leur riche culture. Imaginez combien nous pensons avoir des choses à raconter susceptibles de susciter, d'alimenter votre curiosité, vos propres découvertes futures, les chemins que vous pourrez emprunter et à quel bonheur nous nous préparons à vous accueillir à nouveau, espérons-le, le plus tôt ou le moins tard possible. Je remercie de votre attention tous ceux qui ne devraient pas encore couper cette retransmission, comme je vous remercie d'y procéder. Un tout grand merci à vous en tout cas.